Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live France DevOps. Déjà, un petit mot d'excuse pour ces 5 minutes de retard, le temps de régler quelques problèmes techniques. Donc aujourd'hui, on reçoit Noël Bardelot. Noël Bardelot qui est tech lead chez My Money Bank et qui va nous parler de software craftsmanship. Noël, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Exactement, bonjour à tous. Je voulais vous parler effectivement de software craftsmanship, notamment pour parler un peu de la maîtrise de la complexité technologique et technique dans notre organisation. Donc, ça va être à la fois un peu de culture et un peu de retour d'expérience. Très Alors, bien. Je vais te laisser la parole. J'ai juste oublié de poser une question. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que le son est bon de votre côté? N'hésitez pas à envoyer un petit message en commentaire sur le chat, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour qu'on s'assure qu'on est OK avant d'y aller. Et Noël, je vais te laisser pleinement la parole. Bon, après, parfois, on a quelques secondes de décalage entre nous et les spectateurs. Bon, visiblement, ça n'a pas encore démarré de l'autre côté. On va partir du principe qu'on est OK. Ouais, euh, oui, tout est parfait, impeccable, c'est bon. On a un retour. Bon, Noël, je te laisse la parole. Je reviens ça pour marche. la séance de questions-réponses en fin de présentation. Je te dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Thomas. Alors, voilà, je vois que vous voyez les diapos. Donc, on va parler de complexité technique. On va parler de tout ça ensemble. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Noël Bardelot, je suis tech lead chez My Money Bank. Je travaille plus particulièrement dans un domaine qui s'occupe de tout ce qui est Cloud and Sharp Platforms. Donc, on est deux équipes. Une équipe qui s'occupe du socle cloud AWS. Chez nous, on est sur du cloud public AWS. Et moi, je travaille dans l'autre équipe qui s'occupe plutôt des passes, donc qu'on fournit aux équipes IT. Donc, on fait de l'intégration et on fait tout un outillage pour les autres équipes sur l'usine logicielle, les transferts de fichiers ou l'orchestration des traitements. Donc, je suis développeur à la base, avec une bonne casquette intégrateur et une casquette architecte. Donc voilà, depuis 2007, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté polyvalent, d'où mon intérêt pour le software craftsmanship, que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Donc, environ 30 minutes de présentation en 3 parties. D'abord, on va parler un peu d'agilité, pour savoir d'où on vient. Ensuite, on va parler de l'émergence du software craftsmanship et donc qu'est-ce qu'on met dedans et en pratique. Et ensuite, la partie Rex, pour vous dire un peu quel est notre questionnement autour de ces sujets-là et qu'est-ce que j'essaye de pousser, moi, dans mon organisation. Avec derrière la place pour les questions. Et ben, entamons tout de suite le sujet avec une petite histoire de l'agilité. Alors, je vais la faire rapide, histoire de ne pas trop vous ennuyer, mais j'espère que vous apprendrez tous au moins une petite chose là-dedans. Alors, normalement, j'ai prévu un Stropole pour faire un petit sondage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer dans le chat privé parce que je crois que je ne peux pas poster dans les commentaires moi-même si je ne suis pas connecté. Donc, je ne sais pas si Morgane ou Thomas, vous pouvez transmettre le lien que j'ai mis en chat privé dans le commentaire. Et en gros, voilà, je vais vous parler un peu de ces sujets-là et on va voir, on va se faire un petit bilan pour voir qui connaissait quoi à la fin. Vous avez quelques minutes du coup pour aller voter. On va pas attendre. Pendant que vous votez, je continue. Et on va partir sur les origines. Et donc, quand on dit les origines, on va remonter quand même assez loin. Alors, on va peut-être pas remonter aux pyramides, mais on va remonter quand même d'à peu près 150 ans. C'est pour donner un peu une perspective. 150 ans qu'en gros, on parle de méthodes scientifiques pour l'ingénierie, donc la révolution industrielle, avec Monsieur Taylor. Donc, vous avez probablement tous entendu parler au moins une fois en cours d'histoire de Monsieur Taylor.
Il y a quand même voilà, tous ces sujets-là qui émergent avec la révolution industrielle, avec Adam Smith aussi pour la division du travail. Et ça dure quand même une centaine d'années et jusqu'à l'informatique, puisque chez IBM, le livre très célèbre, The Mythical Man Month, c'est 1975. Donc vous voyez que 100 ans plus tard, le sujet est encore à ce niveau de maturité. On est énormément dans la conception scientifique du travail, basée sur la division des tâches et la spécialisation horizontale et verticale. Ça ne veut pas dire que jusqu'en 1975, il se passe rien. Il se passe quand même plein de choses, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez probablement entendu parler de la révolution de culture chez Toyota. Donc aujourd'hui, on parle de Lean. On a pas mal parlé de toyotisme pendant un certain temps pour parler de ce système. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Taiichi Ohno, qui est ingénieur chez Toyota, qui, pendant plusieurs dizaines d'années, raffine ces idées. Et là, on est sur des choses qui vont parler à des gens qui font du DevOps. Donc, on est sur des chaînes de valeur, on est sur du just-in-time, la chasse au gâchis, et on commence à vouloir avoir des gens qui sont polyvalents techniquement. Et un des principes de Taiichi Ohno, c'est de dire, sur une chaîne industrielle, donc c'est des machines-outils, on va faire en sorte que les gens, les techniciens, ne se concentrent pas que sur leur machine individuellement, mais qu'ils sachent quand même être backup les uns des autres, aider leurs collègues, réparer les machines, etc. Et ça donnera dans l'informatique le Lean Software Development, qui est la traduction des mêmes idées, mais chez nous. Vous avez aussi Six Sigma, donc, qui est aussi une approche agile, mais elle qui est centrée sur la qualité, et notamment sur la qualité des processus industriels pour limiter les écarts. Donc là, le mot Six Sigma vient du fait que c'est 6 chiffres significatifs après la virgule. Donc c'est vraiment réduire des écarts physiques mesurables. Et donc ça, c'est une méthodologie qui introduit aussi beaucoup la mesure, le fait de mesurer les choses. On retrouve aussi dans Six Sigma une énorme idée autour du gâchis qu'on avait déjà dans le Lean. Donc réduire le gâchis, réduire les coûts. Donc il y a des aspects là-dessus. On est sur une méthodologie qui veut essayer d'éviter les problèmes avant qu'ils arrivent et pas de les corriger une fois que c'est trop tard. Et enfin, on arrive à ce que vous connaissez probablement tous. Si vous ne l'avez pas déjà lu, bien sûr, je vous invite à aller le lire au moins une fois. C'est une page, hein, ça ne prend pas très longtemps à lire. On parle du manifeste agile. Donc là, on est déjà en 2001. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gap en termes de temps. C'est donc pas le manifeste agile qui invente l'agilité, mais ce sont des gens qui se mettent autour de la table et qui synthétisent les idées de l'agilité pour essayer d'en tirer des grands principes pour l'informatique. Donc là, on est sur le fait de maximiser la valeur ajoutée des clients, des utilisateurs du logiciel, de rendre les gens autonomes, donc vous voyez qu'on retrouve des choses qu'on avait dans le Lean, de promouvoir l'adaptation et d'itérer. Ça va être un point clé. Je vous ai remis le manifeste agile au cas où en français. Je ne vais pas repasser trop longtemps dessus. Normalement, la majorité des gens ont au moins lu les grands principes. Mais comme vous allez le voir, on va y revenir avec le craftsmanship. Il y a quand même 4 grands principes. Donc je vais juste les répéter. C'est les individus et leurs interactions, de préférence aux processus et aux outils. Des solutions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles. Et la réponse au changement, de préférence au respect du plan. Et il précise, c'est pas que les valeurs de gauche remplacent celles de droite, c'est que c'est juste qu'on met le curseur plus proche des valeurs de gauche. On déplace un peu le curseur par rapport à ce qui se faisait avant. On va retrouver des implémentations de l'agilité. Donc là, on va pouvoir parler par
par exemple de Scrum. Donc Scrum, vous voyez que ça apparaît quand même en 1986 pour l'industrie, donc ça ne vient pas du logiciel. Et il faut attendre une dizaine d'années pour que ça arrive dans le logiciel, avec une formalisation qui est encore à peu près 10 ans plus tard, donc début des années 2000. Donc, juste après le manifeste agile, on est sur, encore une fois, des idées clés, la transparence, l'inspection, l'adaptation. Et puis Scrum, du coup, apporte le côté framework méthodologique. Et puisque j'ai parlé de toyotisme avant, le toyotisme et le lean, c'est ce qui a donné la méthodologie Kanban, donc qui est une alternative en général au Scrum, ou un complément au Scrum, ça dépend de la façon dont on s'en sert. Historiquement, donc, ça vient du nom des petites étiquettes qui accompagnent la chaîne de production, enfin les objets sur la chaîne de production. Donc vous pouvez penser à vos post-it sur votre tableau blanc ou votre board Jira. Voilà, ce sont des Kanban qui portent les informations de l'avancement du traitement d'un objet sur la chaîne de production. On est sur une formalisation pour la méthode adaptée à l'IT vers 2003, donc juste après Scrum, et les deux en gros cohabitent. On retrouve les deux dans les organisations. Scrum, on va être plutôt sur une méthodologie de type startup, conception de logiciels pour des nouvelles fonctionnalités, là où Kanban, on va être plutôt sur une méthodologie qui est adaptée à la maintenance, donc pour faire du MCO, maintien en condition opérationnelle. Donc là, il y a une idée qui est assez sympathique et qui m'est assez cher, c'est le Kaizen. Donc, c'est l'idée que, contrairement à Scrum, où on impose un framework en général à une organisation, Kanban essaye de s'adapter à l'organisation existante, et c'est un système qui veut aller vers fonctionner avec de l'amélioration continue. Donc on fait des petits changements de processus pour aller vers l'agilité, plutôt que d'arriver avec un framework tout fait. Et un autre point qui est assez important avec Kanban et que j'apprécie particulièrement, c'est la notion de leadership à tous les niveaux de l'organisation. Donc on responsabilise tout le monde dans l'organisation. C'est des choses qu'on retrouve dès qu'on commence à avoir de l'agilité à l'échelle. On a besoin de ce genre d'approche. Donc on le retrouvera aussi avec Scrum dans d'autres méthodologies comme Safe. Et puis, je ne peux pas entamer un sujet autour du craftsmanship sans mentionner l'extreme programming. Et quelque part, c'est même la clé qui permet de comprendre le software craftsmanship. Donc l'extreme programming, pareil, ça vient de pas si longtemps que ça, donc les années 90. Et ça se standardise, on va dire, aux alentours des années 2000. Donc on est sur vraiment la même génération de personnes qui ont quelque part digéré les concepts et qui les ont formalisés. Et là, on est sur la recherche de la qualité, la qualité, la qualité et encore la qualité. Et donc pour ça, ils poussent, d'où le nom extreme programming, tout jusqu'à l'extrême. Toutes les pratiques, on va les pousser, les bonnes pratiques, on va les pousser jusqu'à l'extrême. Itération jusqu'à l'extrême, qualité jusqu'à l'extrême. Donc là, on est sur un pont entre les méthodes agiles et les pratiques des développeurs au quotidien, et même plus que les développeurs, des ingénieurs IT au quotidien. Voilà, c'était pour vous faire un tour d'horizon, une rétrospective rapide. Alors, je vais prendre le Stropole. Je vais voir un petit peu les résultats. Alors, je ne vais pas vous partager l'écran, mais c'est juste pour avoir une petite idée. Tac, tac, tac. Bon, en gros, quand on regarde un Stropole sur ces sujets-là, ce qu'on remarque, c'est que les gens connaissent en général bien donc, tout ce qui va être agilité classique, donc Scrum, Kanban, typiquement, le manifeste agile, puisqu'on a appris en cours d'histoire. Par contre, les deux, on va dire, parents faibles, c'est Six Sigma et l'extreme programming.
Et c'est dommage parce que Six Sigma, si vous vous y intéressez un peu, et je vous invite à élargir un peu votre exploration de ces sujets-là, Six Sigma, vous verrez que c'est super intéressant sur les notions de métrique. Et on retrouve ça notamment dans les livres plus récents sur le DevOps qui viennent des ingénieurs de chez Google et d'autres sociétés un peu plus matures en IT. Mais cette qualité, cette mesure, c'est super important. Et l'extreme programming, je vais y revenir dans cette deuxième partie pour rentrer dans le détail et parler de l'émergence du software craftsmanship. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est au tournant des années 2000, le Scrum devient la mode. Il y a un véritable engouement pour le Scrum. Mais assez rapidement, au bout de quelques années, il y a des échecs et il y a beaucoup de critiques qui vont venir avec Scrum notamment, mais de manière générale, un peu l'agilité. Les organisations s'y retrouvent pas complètement et puis ils comprennent pas trop pourquoi. Et on a tous entendu, je pense au moins une fois, une phrase comme ah si l'agilité ça fonctionne pas chez vous, c'est que c'est pas la véritable agilité. Pourtant, un des piliers de l'agilité, c'est censé être l'adaptation. Donc on ne devrait pas être obligé de faire de l'agilité pure et parfaite pour que ça marche. Donc il y a quelque chose d'autre qui coince. Et on va parler donc de fragilité. Et alors d'où vient cette fragilité ? Donc il y a une piste qui, moi, me paraît être la plus pertinente. Et je prends ici l'exemple de Martin Fowler, qui est quand même quelqu'un de très connu dans le monde de l'IT, pour avoir mis des mots sur des sujets, notamment de continuous integration, de continuous deployment, des pratiques, des processus, et qui poussent la culture agile et DevOps. Lui, il parle de Flaccid Scrum, donc le Scrum mou, en fait, pour le traduire simplement. Donc Scrum, on est sur la méthode de la mêlée, et lui, il dit bah, c'est une mêlée, mais c'est une mêlée qui pousse pas, quoi. C'est une mêlée molle. Et en fait, lui, il met l'accent sur le fait que si elle est molle, si ça fonctionne pas, c'est parce que en mettant le curseur énormément vers la valeur ajoutée à l'utilisateur, on a trop bougé le curseur et on l'a mis au détriment de la qualité, et on accumule la dette technique trop rapidement et on ne la traite pas. Donc lui, il ne fait pas une critique de l'agilité, c'est un agiliste. Il fait une critique on va dire, de la non-qualité. Donc c'est à rapprocher de ce que les gens pouvaient dire dans le Lean, par exemple, ou dans le Six Sigma. C'est pour ça que je voulais vous faire l'historique avant. En fait, quand on se lance dans l'agilité, cette non-qualité, cette dette technique, on va la retrouver à plusieurs endroits. En fait, on ne peut pas faire de l'agilité sans essayer de réfléchir à ces sujets-là. On va retrouver la gestion de la dette technique, donc comment prioriser le traitement de la dette, tout simplement en termes de processus. Mais on va retrouver aussi la non-qualité dans des problèmes de sécurité, dans la gestion des compétences, donc les aspects presque RH, ou en tout cas gestion d'une équipe, ou de plusieurs équipes. La veille technologique, donc comment se former et comment rester à jour. L'exploitation en production, et là on va forcément parler des ops, etc. Cette non-qualité, ben en fait, finalement, il va falloir la traiter avec une culture de la qualité. Donc, je vous donne ici, c'est une définition totalement personnelle, mais j'ai essayé de mettre des définitions sur les mots parce que souvent on parle de culture, on parle de méthode, et vous entendrez aussi parler de discipline, et je voudrais clarifier, en tout cas c'est mon modèle mental, ces sujets-là. Pour moi, la culture, quand on parle de culture agile, de culture DevOps, on pose des principes généraux, et c'est le but des manifestes notamment. Ensuite, la méthode, comme Scrum ou Kanban, ce sont des choses qui détaillent les objectifs de l'organisation. On va définir la démarche et on va se donner du coup la méthode à suivre pour atteindre ces objectifs. Quelque part, c'est la recette. Et enfin, pour moi, il y a un sujet qui du coup est très lié au craftsmanship, c'est la discipline.
Contrairement à la culture ou à la méthode, la discipline, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est le microscopique, en fait, du travail de l'IT ingénieur. Comment on fait individuellement et collectivement nos interactions, mais aussi la façon dont on code, etc. Pour moi, le software craftsmanship, du coup, si je vous donne ma définition, c'est la discipline des développeurs individuellement et en équipe pour pouvoir suivre les méthodes agiles. Autrement dit, c'est un prérequis pour les méthodes agiles. Donc on ne peut pas faire correctement de méthodes agiles si on ne met pas en place aussi du craftsmanship. Alors vous retrouvez notamment la notion de discipline dans les métaphores sur les arts martiaux. Dès que vous allez parler de kata de programmation, c'était très à la mode et les gens qui ont fait un peu de Java connaissent probablement Java Black Belt, des choses comme ça. Il y a un gros champ lexical des arts martiaux. Bon, bah voilà, autant aller jusqu'au bout et parler de discipline aussi. Et du coup, il n'y a pas de surprise. Les mêmes gens ou pas loin qui ont écrit le manifeste agile au début des années 2000 se sont remis autour de la table à peu près 10 ans plus tard. Et ils ont dit, on va redéplacer un tout petit peu les curseurs par rapport à ce que faisait le manifeste agile. Le manifeste agile avait beaucoup déplacé les curseurs vers une façon de travailler orientée client. Nous, on va redéplacer un peu le curseur vers la qualité. Et donc, les 4 principes agiles, ils vont mettre en face 4 principes craftsmanship. Donc, non seulement on va faire un logiciel qui fonctionne, mais on va faire un logiciel qui fonctionne bien, donc un logiciel de qualité. On va être agile, on va répondre aux changements, mais il faut que ce soit de manière progressive. On va faire ça en amélioration continue. Non seulement on va valoriser les interactions entre les individus, mais on va le faire en construisant des communautés de pratiques. Donc là, vous retrouvez des thématiques dont on reparlera après, mais d'organisation horizontale. Et puis, on va être orienté client, évidemment, mais aussi dans ce qu'ils appellent les productive partnerships. Alors, ils donnent une définition un peu de ce que ce sont les productive partnerships, notamment Fowler, et il explique en gros que c'est d'avoir une image de marque, en fait, en tant qu'équipe de développement ou en tant que développeur, d'être fiable, d'être fier de ce qu'on fait et quelque part d'avoir un gage de qualité. Et donc vous pouvez voir ça comme non seulement on va travailler avec les clients, mais en plus on va faire en sorte que les clients nous fassent confiance parce qu'on a un gage de qualité dans le logiciel qu'on leur livre. Donc voilà, c'est 4 piliers du craftsmanship et j'ai mis en gras le mot indispensable, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un prérequis pour que les 4 piliers de l'agilité fonctionnent, c'est que les 4 piliers du craftsmanship fonctionnent. Je l'ai remis en français pour les gens qui voudraient le relire, ce sera dans les slides. On retrouve le craftsmanship qui navigue évidemment autour du DevOps, et c'est là qu'on voit l'héritage de l'extreme programming, c'est là que je voulais emmener un peu cette perspective historique. On va retrouver les pratiques. Donc, comme j'ai défini le craftsmanship comme une discipline, quand on s'impose une discipline, on s'impose des pratiques, et parmi les pratiques, on retrouve globalement toutes les bonnes pratiques de l'XP. Le pair programming, le TDD, l'intégration continue, le fait de mettre en place des standards de programmation, donc ça peut être du linting, ça peut être des choses comme ça. Le fait de partager la responsabilité de la gestion du code, et donc là vous allez retrouver des pratiques qui consistent à autoriser les gens à faire des merge requests, des pull requests. Le KISS aussi, tout simplement, hein, le fait de faire des choses simples et lisibles. Et on va appliquer tout ça. Et DevOps reprend ces choses-là et
avec la mode qui va avec la culture DevOps, qui sert un peu quand même de mot fourre-tout DevOps, et ben on a retrouvé des termes qui ont émergé, donc SecOps, FinOps. Et en fait, pendant un moment, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais on en était à parler d'ENIOps, pour indiquer qu'en fait, on va mettre toutes ces pratiques en même temps et on va quelque part exiger de nous-mêmes en tant que développeurs, et l'organisation va exiger de nous qu'on applique toutes ces pratiques. Et alors, si on commence à parler de ces autres pratiques qui n'étaient pas forcément dans l'XP, on va parler d'infra as code, là on est sur l'aspect Ops, de SRE aussi sur l'aspect Ops, Continuous Deployment, Continuous Delivery, du Chaos Monkey, donc le Security by Design, donc là on est sur les aspects SecOps. Donc ce sont des pratiques qu'on ajoute, et quelque part on se retrouve avec une boîte à outils de pratiques, et c'est tout ça le craftsmanship. Alors, on pourrait se poser la question, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et c'est là que je reviens au titre de la présentation. C'est pour ça que je voulais parler de maîtriser la complexité technique. En fait, ce qui fait qu'on se heurte à un mur si on ne fait pas de craftsmanship, le mur de la non-qualité, c'est parce qu'on ne peut pas passer à l'échelle. Et le principe de l'agilité, c'était de pouvoir passer à l'échelle sur les aspects fonctionnels. Le craftsmanship, ça va aider aussi à passer à l'échelle sur les aspects techniques, et notamment sur la complexité technique. À partir du moment où on commence tous à travailler dans le cloud, on se met à gérer de plus en plus d'assets, puisque on a à portée de clic une nouvelle base de données, une nouvelle VM, des conteneurs, etc. On va multiplier le nombre d'assets qu'une même équipe va gérer. Et donc, à partir du moment où on a cette mise à l'échelle de la puissance logicielle et de l'infra, il va falloir faire de l'infra as code. Si on ne fait pas d'infra as code, on se prend le mur de la mise à l'échelle impossible, en fait. Et forcément, quand on rajoute l'infra as code, quand on rajoute ces questions de sécurité, etc., on ne peut plus se permettre d'avoir de la non-qualité. Et donc, les sujets dont je vous parlais avant deviennent, c'est là le mot qui s'impose, c'est indispensable. On ne peut plus faire sans le craftsmanship. Donc, si vous avez quelque part des responsables à convaincre, voilà, c'est cet argument-là qui est là pour dire on ne peut pas passer outre et se dire ça n'est pas important, le craftsmanship est indispensable. Et donc j'en viens un peu à l'aspect Rex, puisque tout ce que je viens de vous dire quelque part, vous pouvez penser que c'est du bon sens, ou en tout cas que il y a une logique dans cette construction, ce modèle, mais comment ça se traduit concrètement dans une organisation? C'est là que je vais vous parler un peu de ce que moi j'essaye de pousser chez My Money Bank. Donc comme je vous ai dit, nous on fait du cloud public AWS, on fait beaucoup de Kubernetes, beaucoup de conteneurs, on a fait un gros lift and shift de pas mal d'applications qui étaient sur des data centers on-prem, et on les a passées dans le cloud là sur les quelques dernières années. Et le groupe auquel appartient My Money Bank vient de racheter une autre banque, HSBC France, qui est devenue le groupe CCF. Maintenant, toute notre organisation est en train de grossir, et on vient de faire 2 ans de projet pour pouvoir accueillir une nouvelle banque qu'on a racheté, un nouveau SI bancaire. Donc on a ce sujet qui revient sans cesse. Et donc comment en parler aux managers, quel levier leur proposer, etc. Voilà, c'est les pistes que je voudrais vous proposer. Donc déjà, pour vous donner un petit aperçu aussi de comment on fonctionne sur l'agilité, moi je travaille dans le département infrastructure de la banque, et donc on est une fonction support pour le groupe. Donc l'infrastructure IT est une fonction support pour plusieurs entités bancaires. On a des banques en France, c'est My Money Bank, qui est plutôt une banque spécialisée. On a des apporteurs d'affaires qui viennent pour faire des rachats de crédit. On a des banques dans les dom-tom, c'est des sociétés de financement, par exemple pour des loueurs de voitures dans les dom-tom, ça leur permet d'acheter des voitures.
Et maintenant, on a CCF, qui est une banque de détail, donc une banque de tous les jours, telle qu'on la connaît, où on peut avoir son compte. Et on a un certain nombre de métiers en plus autour de ça. On a une grosse data platform qui est là pour faire de la big data. Et on outille tout ça. Et nous, à l'échelle de l'infra, on s'est organisé. On fait de l'agilité. Certaines équipes font du Scrum, certaines équipes font plutôt du Kanban. Et on cherche à mettre en place une agilité à l'échelle. Donc on n'a pas encore adopté un framework comme SAFe, mais on a adopté certaines des cérémonies de l'agilité à l'échelle, notamment pour prioriser nos backlogs entre équipes. On fait des points trimestriels, on fait des présentations, des priorisations, etc. Nos product owners font ça. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait la même chose, mais sur les aspects techniques. Comment on fait de la transversalité technique, comment on fait de la technique à l'échelle. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de pousser dans mon organisation. Je vous fais un petit rex de ma propre équipe. Dans mon équipe, on est une pizza team. On est, selon les moments, on est entre 6 et 8. On a identifié, on a fait une matrice de compétences. On a identifié 150 compétences. Donc, c'est des compétences unitaires. Mais 150 compétences qu'on attend de quelqu'un qui est dans l'équipe. C'est énorme. Alors, on est sûr qu'une personne ne peut pas couvrir les 150 compétences. Donc, notre objectif, c'est de tisser l'équipe pour qu'on couvre le mieux possible. Et on les a réunis dans environ une dizaine de catégories, donc, que vous pouvez voir, qui vont de l'infrastructure as code, le scripting, sysadmin, SRE, etc., etc. Et comme on est une équipe qui fait une plateforme as a service pour les autres équipes IT, on a un gros besoin d'être très polyvalent pour aider les autres équipes aussi, faire de l'accompagnement. Donc on a aussi des compétences humaines en plus. Aucune organisation ne peut se permettre d'avoir un ingénieur qui couvre tout ça, ou alors il faut le payer extrêmement cher et il n'y en a qu'un, en gros, pour faire simple. Chez nous, on a les postes de tech lead, donc moi je suis un tech lead. En tant que tech lead, je ne couvre pas tout ça, c'est pas possible. Donc, comment on fait ? Une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de définir des rôles et des responsabilités. Donc déjà, avec l'agilité, on a des rôles qui sont liés product owner, Scrum Master et des choses comme ça. Chez nous, on a principalement des product owners, on n'a pas vraiment de Scrum Master. Il y a une seule équipe qui a un Scrum Master, c'est notre équipe réseau. Et donc, on s'est dit, il faut inventer des rôles. Alors, ça peut être des rôles tournants, mais qui sont orientés vers la technique et le fonctionnement méthodologique. Donc, on a le rôle de tech lead, c'est moi. On a une casquette SRE, alors c'est plutôt un rôle tournant, celui-là. On a eu un SRE qui avait la casquette SRE, mais après son départ, on l'a transformé en rôle tournant. On va avoir des développeurs, mais on a aussi un rôle, par exemple, de capitaine de production. C'est quelqu'un qui prend en frontal tous les aspects support au quotidien pour s'assurer d'alimenter notre backlog en tickets de support, de s'assurer qu'on n'a pas d'utilisateurs qui sont perdus sans réponse, etc., etc. Et ces rôles, en face, on leur met un périmètre, des responsabilités et puis des compétences à avoir. Ça nous permet de savoir qui il faut former, qui il faut faire monter en compétences. On essaye aussi de réfléchir à l'aspect deux dimensions, donc la verticalité et l'horizontalité, avec le modèle Spotify. Alors le modèle Spotify, c'est, si vous en avez entendu parler, vous l'avez peut-être entendu sous les termes de tribus, de guildes, de chapitres, etc. Ça vient des bâtisseurs de cathédrales. Donc c'est un modèle qui a été pensé autour de ces idées de compétences techniques. Et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas nous en termes d'organisation, mais on essaye de pousser à ce qu'il émerge des guildes. Et chez nous, les guildes, ça porte l'idée de la transversalité technique. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui sont plutôt des power users sur certaines stacks technologiques et on essaye de les mettre ensemble pour à la fois que eux centralisent les connaissances et ensuite qu'ils les redispersent dans les équipes. On est orienté produit chez nous, donc par exemple,
mon équipe, on a 3 produits. On a l'usine logicielle, on a la plateforme d'automatisation de transfert de fichiers et on a la plateforme d'orchestration de chaînes de traitement. On présente ça sous forme de 3 produits. Et ensuite, le but par rapport à cette organisation quelque part verticale produit, c'est de trouver de la transversalité avec même d'autres produits dans d'autres équipes. Je vous donne un exemple, mais sur tout ce qui va être CI/CD, sur tout ce qui va être automatisation, par exemple avec du Ansible, du Terraform pour l'infrascode, etc. On peut trouver des compétences très transverses sur tout ce qui est conteneurisation, sur tout ce qui est sécurité, etc., etc. Le but, c'est de mettre en place des communautés de pratique. Donc ça, c'est une partie qui est assez difficile chez nous. Pour vous donner l'historique, on avait des guildes jusqu'à il y a 2 ans, en gros, jusqu'à début 2022. Mais comme on s'est mis en ordre de marche pendant 2 ans pour faire un gros projet de réintégration du SI HSBC, qui est pour racheter HSBC, il y a eu énormément de difficultés à faire vivre ces guildes et à prioriser un peu du temps pour ces guildes. Donc aujourd'hui, c'est un peu moribond. Donc, mon objectif en tant que tech lead, c'est de faire remonter l'urgence auprès des décideurs de l'organisation sur le fait de remettre l'accent sur cette transversalité technique. Quelque chose qu'on a et qui, pour le coup, fonctionne très très bien chez nous, c'est le fait de décentraliser les contributions. Tous les projets Git sont quasiment à une poignée près. On a quelques projets avec des modèles de statistiques qui sont privés. Tous les autres projets sont partagés à l'échelle de l'entreprise. Ils ne sont pas publics sur Internet, évidemment. Mais par contre, n'importe quelle équipe peut regarder les projets Git de n'importe quelle autre équipe, ce qui fait qu'on est contributeurs les uns des autres. Moi, il m'arrive régulièrement de contribuer sur des projets de l'équipe qui gère les socles AWS. J'ai régulièrement des utilisateurs qui viennent proposer des choses, notamment, ça peut être aussi simple que de la documentation sur les projets des plateformes, etc. Donc là, l'idée, c'est, si on veut mettre ça en place, ce qu'il faut, c'est des guides de contribution. Donc ça, c'est un effort qu'on a fait dans mon équipe, c'est que chaque projet, on le documente en Markdown avec un README, pour expliquer à quelqu'un qui veut contribuer qu'est-ce qu'on attend quand on va faire la revue de sa merge request. On travaille avec merge request parce qu'on est avec GitLab. Qu'est-ce qu'on attend? Quels sont les pipelines qui doivent passer? On a des contrôles automatiques. Alors on en rajoute au fur et à mesure. Et notre but, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit « moi, je veux contribuer » et pas besoin d'une formation. Il lit la documentation et il contribue. Vous retrouvez ça aussi, et c'est une pratique qui vient évidemment du monde de l'open source. Si vous allez sur les projets, par exemple, de Apache sur GitHub, vous allez retrouver des guides de contribution. Apache fait ça très très bien. Donc on s'est inspiré un peu de ces idées-là. On a un autre pattern qu'on met en place progressivement, c'est un pattern provider. Nous qui fournissons des plateformes, notre objectif, c'est que les gens puissent les utiliser, donc nos utilisateurs, mais aussi que ces plateformes s'intègrent bien avec d'autres produits dans le SI. Par exemple, nous qui fournissons la plateforme Airflow, qui nous sert d'orchestrateur de chaîne de traitement, un des gros consommateurs de ce sujet-là, c'est les gens qui travaillent avec notre data platform, qui est un autre département dans l'IT. Et donc la data platform est provider de certaines classes Python chez nous, dans une bibliothèque Python commune, pour que les gens puissent utiliser Airflow avec les stacks technologiques que la data platform utilise. La data platform utilise chez nous, par exemple, des lambdas. C'est quelque chose qui est plutôt peu utilisé dans les autres morceaux du SI, parce que les autres font plutôt du Kubernetes. Et donc, du coup, côté data platform, il y a des sachants sur les bonnes pratiques pour faire des lambdas, qu'on leur demande de contribuer. Donc, on travaille avec eux pour créer ce qu'on appelle des opérateurs Airflow, qui permettent d'exécuter les lambdas avec des bonnes pratiques de la data platform. Ce modèle provider, c'est celui que vous retrouvez aussi en open source
dans typiquement Terraform ou Ansible Galaxy ou les providers Terraform. Donc pareil, on s'est inspiré de ces patterns-là. L'idée qui est vraiment importante là-dedans, c'est une idée d'asymétrie de la complexité. C'est s'il y a une complexité technique, une stack technologique, par exemple les lambda, mais il y en a d'autres dans la data platform, on a du Glue, on a des choses comme ça. Nous, dans l'équipe qui gérons le pass, on ne peut pas, entre guillemets, être compétent sur tout un foisonnement de technologies. Donc, les providers sont compétents dans leur technologie, nous, on vient les aider. C'est chez eux qui est la partie la plus compliquée. Donc, on vient plutôt les aider à venir chez nous, parce que chez nous, c'est des classes Python qui font 200 lignes. C'est plus facile de les aider eux et de les former eux à faire 200 lignes de Python chez nous que de prendre quelqu'un de mon équipe et de le former à faire du glue, à gérer des environnements qui vont bien, etc., etc. Donc on regarde où est la complexité, c'est vraiment la règle importante, et on décide de mettre l'ownership du côté le plus complexe. Et pour finir, voilà, ça c'est vraiment la slide quelque part, c'est la slide que j'ai pu présenter à notre DSI. C'est pour moi les leviers du craftsmanship, c'est là qu'on veut aller. Et pour mettre en place le craftsmanship, on a besoin de sponsorship. Donc on a besoin que notre DSI soit d'accord, voire même au-delà du DSI. On a besoin que derrière, ça se propage chez les directeurs des différents départements, ensuite les responsables des différents domaines à l'intérieur, etc., etc. Et on a identifié ces 5 leviers qu'on veut pousser. Donc, du point de vue de la direction, nous donner ce sponsorship et dire c'est ça qu'on attend. Du point de vue des ressources humaines, tout à l'heure je vous parlais des rôles, c'est de mettre ces rôles dans les fiches de poste. Donc quand on recrute des gens, quand on présente les intitulés de poste, que ce soit clair dès le début que c'est ce qu'on attend des gens, qu'on attend une part de transversalité dans leur travail. Ça va aussi dans les objectifs qu'on donne aux gens. Chez nous, on fait 2 rendez-vous par an, un rendez-vous annuel et un rendez-vous de demi-année pour donner des objectifs. Les managers donnent des objectifs aux gens. Bon, voilà, que cette transversalité se traduise dans les objectifs qu'on donne. Le management, donc là, c'est le management de proximité, que l'info remonte et qu'elle redescende, qu'on les forme, nous, c'est-à-dire qu'on leur fasse des fiches de veille technologique, qu'on forme nos managers à savoir de quoi on parle, et que inversement, eux prennent nos idées quand on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notamment, on a fait une boîte à idées dans cette idée-là. Puis se former, donc travailler les catalogues de formation, qui il faut former sur quoi, etc. Donc, les budgets, et notamment un des points clés, c'est comment mettre du budget et mettre de la priorisation avec les product owners et les décideurs sur la dette technique et la non-qualité. Payer sa dette, quoi, tout simplement. Et puis la maîtrise de la dette technique, c'est-à-dire avant d'aller la rembourser, peut-être comment on fait pour la chiffrer, pour l'estimer, puisque pour la prioriser, il faut d'abord savoir ce qu'on ne fait pas d'autre. Et donc, comment on dit qu'on préfère rembourser de la dette technique plutôt que de faire une nouvelle fonctionnalité. Donc ça, c'est à l'échelle du travail de l'équipe, avec les PO, etc. Comment chiffrer notamment chez nous, on utilise Jira, donc des items Jira de dette technique. Donc vous voyez que c'est à tous les échelons de l'organisation, c'est assez fractal comme sujet. Et c'est un sujet de long cours. Voilà, donc l'objectif de cette présentation, c'était vraiment de vous inciter à penser craftsmanship, à adopter la culture craftsmanship, à promouvoir le manifeste vous-même. Et c'est vraiment l'idée, c'est le livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment ça. C'est du bottom-up parce que nos décideurs n'ont jamais entendu souvent parler de craftsmanship, à moins d'avoir de la chance et d'avoir un décideur qui fait de la veille sur la culture, qui est lui-même un ancien de l'IT. Souvent, on a des décideurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut les former, il faut leur présenter. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi dans l'entreprise. Et puis, ça prend du temps. Si je reprends Taichi Ohno, qui est quand même
une référence dans le monde de l'agilité. Il y a cette anecdote, moi, qui me plaît beaucoup. Et Taichi Ohno, il a mis 10 ans à convaincre ses managers, mais il a aussi mis 10 ans ensuite à convaincre ses collègues. Donc, on fait du bottom-up, mais il faut aussi faire de l'horizontal, il faut aussi se parler entre nous, et donc c'est l'objectif de ce genre de meet-up, de propager un peu cette culture. Et on a besoin que ça se propage, donc n'hésitez pas à reprendre ces sujets et à les pousser aussi dans vos organisations. Si je résume, si vous avez une seule chose à retenir, quelque part, l'idée, le fil conducteur de cette présentation, c'est donc le craftsmanship, c'est une discipline, et c'est une discipline qui est là pour redéplacer légèrement le curseur que l'agilité avait bougé pour réduire la non-qualité. Donc vous voyez ça comme ça, c'est l'agilité, c'était une manière de contrebalancer des problèmes qui préexistaient. Le software craftsmanship, c'est à nouveau un petit rééquilibrage dans l'autre sens pour corriger les problèmes de non-qualité que l'agilité a introduits. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais repasser la parole à Thomas pour peut-être piloter les questions. Et encore merci. À toi, Thomas. Merci beaucoup, Noël. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais regarder en même temps sur LinkedIn s'il y a des commentaires avec des questions qui apparaissent. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat si vous l'avez à côté de vous. On va attendre pareil quelques secondes, le temps que la diffusion de la vidéo se fasse. En tout cas, Noël, merci pour ton temps, hein, c'était top. C'était très clair. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait question. Alors, je vais en profiter juste parce que c'est tombé entre l'écriture de la présentation et aujourd'hui. Je vous ai parlé notamment du modèle Spotify. Il y a un papier qui est assez sympa qui est sorti, je crois, en mars ou avril 2023 sur le modèle Spotify qui parle du modèle Spotify et qui elle est mesurée dans la manière dont il fonctionne. Donc, il ne faut pas idéaliser les modèles, mais le modèle Spotify a vraiment des vertus. Je vais essayer de vous retrouver le lien et je vais le mettre. Pareil, je vais l'envoyer à Morgane pour qu'il le mette dans la conversation si ça vous intéresse. Bien, on pourra le rajouter dans les commentaires. Parfait. Écoute, Noël, on n'a pas de questions qui sont venues, donc je pense qu'on peut arrêter là et puis se souhaiter un bon après-midi et un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. On est tout bon? Ah, Noël, on a perdu ton micro. Eh ben, c'est bon pour moi. Donc, je vais mettre à disposition, hein, bien sûr, les slides pour ceux que ça intéresse. Je vais transmettre à Morgane. Je lui transmettrai aussi, du coup, le lien sur le papier dont j'ai parlé, si ça intéresse des gens. Et voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions à rebours, si le temps de mûrir le sujet, je répondrai volontiers sur LinkedIn, notamment sur le LinkedIn du Meetup. Merci Noël. Encore. Et bon appétit alors. Merci, à bientôt. Au revoir.